aujourd'hui. Donc, c'est enregistré. C'est battu. Et là, on vient se voir, donc je vais le droit de dans la salle. Donc, il y a eu bon lien. Oui, c'est bon. OK. Des fois, je peux mettre à un autre endroit. Non, je te renvoie. Je t'en confirme. Oui. Parfait. C'est bon. Oui, là, on a trouvé la classe. Hein? Ah oui, Ça, j'allais voir. ouais, dedans. Bien caché. Comme ça. Et là, il va falloir que tu la mettes sur nous parce que quand les gens vont rentrer, ils voient qu'on est communiqué avec nous. Ils vont se plaindre. C'est sur Instagram aussi. En fait, je Ça, c'est le gars qu'on a vu tantôt qui est venu ici. C'est quelqu'un. C'est un invité, ça. Non, c'est un. Bonjour, M. Jetta. Et la communication est bonne. Tantôt, on s'entendait, fait qu'il n'y avait pas de problème. Il va y avoir 4 invités. Oh, ouais, 4 ans. Parce qu'on a orienté le carrément, ça va bien. Adèle Amalu. C'est notre invité. Bonjour, M. Amalu. Voilà, bonjour, M. Amalu. Bonjour. Vous m'entendez bien? Vous m'entendez? Très bien. Super, parfait. Vous nous entendez Ça va, bien? Ania? Ça va et vous? Super, super. Très heureux. Content d'avoir parmi nous. Hein. Avec plaisir, avec grand plaisir. Alors. J'attends les autres invités. On a M. Abdelmalik Cheta qui nous a envoyé un bonjour. Je sais pas Bonjour, je suis là, je ne sais pas, je ne suis pas visible, je ne peux pas mettre la caméra. Donc, C'est vrai, on ne voit pas. je suis là avec vous. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Bonjour, Malek, ça va? Tu vas bien? Très bien, alhamdulillah. Super. Monsieur Amalou.
Est-ce que vous avez la petite fonction de share screen dans votre écran? Pour être certain que vous pouvez partager si vous avez des présentations. Je pense que ça va. Est-ce que vous avez des présentations? Est-ce que vous avez un visuel? Personnellement, non, je vais être freestyle. Donc, Non, je n'ai pas de présentation. Ah, super. Aussi, Parfait, c'était juste pour être certain. aussi, pas de présentation. Normalement, on ne pourrait pas faire de communication. Non, mais ça va. Ah, monsieur Anis Ababsia. Bonjour. Oui, bonjour. Vous m'entendez là? bonjour Anis. Ça va, c'est bien chauffé chez vous? Ah, Il fait quoi? Il fait bon actuellement? Êtes-vous déjà venu au Québec? Non. Non. Le plus au nord, c'était Seattle. Bon, Ok. on faisait des virées à Vancouver, mais pas le Québec. Bon, aujourd'hui, il fait environ 1 degré, 2 degrés. Demain, il va faire à peu près moins 15. Moins 15. Ouais. Je vais mettre une veste. Et on a eu une tempête de neige jeudi dernier. On devrait en avoir une nouvelle cette semaine. Ouais. ça, je ne savais pas. Ah, ben, on dirait qu'on est abonné au jeudi là, depuis un certain temps. On a un hiver trop doux. C'est pas bon pour la météo d'habitude. Donc, est-ce qu'on a tous nos invités? Oui, il reste, je pense, un dernier invité, El Hashmi Benali. Voilà. Il reste monsieur El Hashmi Benali. Dans quelques secondes. Ouais. Démarre, puis on l'introduira en chemin. Justement. Monsieur Anis Ababsia, vous avez transmis le lien à monsieur Benali. Oui, parfaitement. Voilà, attends un peu. Donc, en attendant, je vous remercie de vous être rendu disponible pour cette petite conférence. C'est une première que je fais avec mes étudiants. Moi, je suis l'enseignant Stéphane Lacharité. Et je suis l'enseignant d'Anya. Et Anya est arrivée ici avec plein de ressources. Elle est arrivée dans sa première session au Québec avec plein de ressources. Et s'est dit pourquoi pas les exploiter, étant donné que j'ai beaucoup d'étudiants algériens, comme vous allez le voir tantôt. Et donc, c'est pour ça que je vous remercie de vous être rendu disponible en un si court laps de temps. Parce qu'on a fait ça quand même en moins de 2 semaines, 3 semaines. Oui, effectivement. Surtout pour M. Amalou, qui s'est rendu disponible très rapidement. Avec plaisir. Ouais, merci à vous pour l'initiative, surtout. Ça fait plaisir. On leur donne une bouche à la salle. Ah, oui. Alors, on vous présente les étudiants qui sont aujourd'hui avec nous. Et c'est dans une salle chauffée, évidemment. Est-ce qu'on la voit, la salle? Ouais, maintenant, on l'a envoyé, c'est bon. J'ai montré la salle. OK, ils ont vu la salle. OK, c'est bon. Je ne l'ai pas vu passer. Je pense que c'est juste monsieur. On a 2 minutes. Sinon... On peut assurer le backup de l'Hashmi, il n'y a pas de souci. Ah, super. Oui, on peut commencer. Dès qu'il arrive, il va enchaîner s'il le faut. Donc, nous faisons partie du même board. Moi, Anis et l'Hashmi du GAN. Donc, on peut assurer. Là, Encore mieux. alors, super. Du coup, on va débuter. Bonjour. Est-ce que vous entendez? Vous nous entendez bien? Parfait. On ne dirait pas que vous êtes à Montréal. Effectivement. Ça veut dire que notre Internet est bon. Ah oui. Même très bon. On a fait des progrès.
Ça fait plaisir d'être avec vous. Idem. Alors, déjà, nous vous remercions d'être parmi nous, d'avoir accepté notre invitation. On remercie aussi les étudiants qui sont aussi ici parmi nous. Je sais qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui voulaient être présents, mais à cause des cours, à cause de leur job, ils ne pouvaient pas venir. Donc, à la demande générale, cette discussion sera retransmise en live et enregistrée et par la suite utilisée sous forme de podcast. Donc, comment on va débuter? On va vous mettre dans le contexte. Donc, M. Stéphane Lacharité vous présentera brièvement l'ETS. Par la suite, nous avons M. Amine Fellini qui va vous présenter l'incubateur affilié à l'ETS, qui est le Syntec, qui est d'ailleurs, ça vient de tomber, parmi les 10 meilleurs incubateurs universitaires dans le monde. Et après cela, nous vous donnerons la parole pour présenter brièvement le GAN ou Inkoumi, donc qui sont représentés par M. Adel Amayou, Anis Ababsida, M. Abdelmalik Cheta et Lajmi Benaï. Je laisse la parole à M. Stéphane Lacharité. Donc, bonjour messieurs. Encore une fois, je vais juste m'assurer que vous voyez ma petite présentation. Encore une fois, je vous remercie là, de votre présence en un si court laps de temps, parce qu'on vous a convoqué quand même 2 semaines et demie environ. Et c'est suite à un projet que j'ai eu avec une étudiante dans mes cours. D'abord, je vais peut-être vous dire qu'est-ce que j'enseigne. En fait, moi, j'enseigne ici à l'École de technologie supérieure en gestion de l'innovation depuis une 13aine d'années, environ 13-14 ans. Et souvent, j'essaie d'organiser des projets avec mes étudiants. Et Agnès, qui est ici devant moi, elle est débarquée au Québec en janvier avec plein de projets, plein d'entrain, plein d'énergie. Et je considérais que depuis 2 ou 3 sessions, j'avais beaucoup d'étudiants algériens dans mes cours. Vous allez voir les statistiques à ce propos-là. Et je me suis dit, pourquoi pas organiser un projet avec qui avait déjà un beau parcours en Algérie, avec des gens qui sont dans le domaine de l'innovation, pour présenter un peu c'est quoi le portrait de l'innovation en Algérie. Je crois que c'est un complément intéressant. Donc, c'est ce qui nous mène à aujourd'hui, c'est ce qui amène à votre présence. Donc, l'École de technologie supérieure, c'est une des 4 universités de la Ville de Montréal. C'est la plus petite des 4 universités. C'est une université qui est axée essentiellement sur l'ingénierie. Ici, on forme des ingénieurs, essentiellement. C'est environ 11 000 étudiants. Okay? C'est une université qui est à forte croissance, parce qu'il y a à peine 5 ans, on a à peu près la moitié du taux d'étudiants qu'on a présentement. Si vous étiez ici physiquement, vous verriez qu'autour de l'université, il y a beaucoup de construction. On construit des nouveaux pavillons pour l'université. Donc, c'est une université qui est en croissance, dans laquelle il y a 86 programmes d'études, dont 20 au premier cycle, 7 au baccalauréat, et 66 programmes en cycle supérieur. Donc, c'est assez complet quand on parle d'ingénierie ici à l'ETS. Quelques autres chiffres rapides. Bien évidemment, il y a plusieurs champs de recherche. Vous avez des champs de recherche qui relèvent du gouvernement fédéral, donc du gouvernement provincial. Il y a des champs de recherche qui sont industriels, institutionnels, où il y a 34 autres unités de recherche qui font des activités ici à l'ETS, avec un budget total de 37 millions environ pour faire cette recherche. Donc, en bas, ici, si vous voyez en bas l'incubateur Syntec, l'accélérateur d'entreprise de l'ETS, j'ai fait une petite erreur. Mon collègue ici, Amine, va amener la correction tantôt. Là. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un incubateur qui a connu aussi une forte croissance depuis une dizaine d'années. Au départ, c'était un petit incubateur d'entreprise très traditionnel. Il est devenu un accélérateur d'entreprise et c'est devenu un des plus performants ici au Québec. Et c'est rendu le 10e meilleur au monde. Okay, selon le UBI Global, qui mesure justement la performance de ces accélérateurs d'entreprise. Donc, c'est pour je vous donner juste un petit portrait rapide de ce que c'est l'université ici, c'est quoi les accélérateurs. Et je pense que certains d'entre vous là, opérez des accélérateurs actuellement à Alger. Donc, ça pourra vous donner un comparatif. Donc, c'était pas mal. Ah oui, c'est vrai, il manquait ici le petit bout qui est plus important. Je ne suis pas capable d'avoir des statistiques parfaites pour savoir d'où proviennent mes étudiants, d'où proviennent les étudiants de l'ETS, parce que c'est assez multiculturel, la provenance des étudiants. Mais ce que j'ai remarqué, particulièrement ici dans la session d'hiver, c'est que 60 de mes étudiants, sur 120 étudiants, proviennent de l'Algérie.
Et c'est la raison pourquoi on faisait cette conférence-là aujourd'hui. Et c'est une nouveauté, hein, parce qu'il y a toujours eu des étudiants de l'Algérie qui se manifestaient dans mes cours, mais disons, depuis les 2 dernières sessions, il y a comme un intérêt plus marqué. Je dirais depuis la fin de la pandémie, surtout, depuis que les gens peuvent se déplacer des hauts pays, il y a comme eu un regain soudain dans mes cours, et c'est très intéressant. C'est pour ça qu'on parle d'innovation Québec-Algérie aujourd'hui. Donc, Amine, veux-tu que je passe la parole? Bonjour à tous, enchanté de votre connaissance. Puis merci pour l'invitation, Amine, Stéphane. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, de vous partager un petit peu ce qu'on fait au niveau du Santec, mais aussi de connaître un peu plus ce que vous faites au niveau de votre structure. Je vais juste essayer de mettre. Donc, je vais juste prendre quelques minutes pour vous expliquer un petit peu ce qu'on fait au niveau du Santec, c'est quoi les entreprises que nous accompagnons, c'est quoi là. Après, par la suite, bien sûr, si vous avez des questions, ou n'hésitez pas à me les poser, ou même par la suite, vous pouvez me les envoyer, j'essaierai d'y répondre ou de vous référer à la bonne personne. Donc, à propos du Santec, donc, comme mentionné par Stéphane, le Santec est un incubateur d'entreprise qui a été lancé par l'ETS en 1996 et toujours propulsé par l'ETS. Depuis 2016, le Santec est ouvert à tous. Avant, c'était effectivement un incubateur universitaire des étudiants de l'ETS. Depuis 2016, on a encore bien sûr des étudiants qui proviennent de l'ETS et d'autres universités du Canada et même à l'international. Mais aussi, c'est un incubateur qui reste ouvert à tous, donc professionnels, chercheurs, travailleurs autonomes ou étudiants bien sûr. Donc, le Santec, étant affilié à l'ETS, bien sûr, on se spécialise dans les sciences du génie, principalement des technologies issues des sciences du génie. Donc, on accompagne beaucoup d'entreprises qui vont être associées à des domaines du génie. Et au-delà de l'offre aussi que nous offrons de nos programmes, il y a aussi le Santec est tout un écosystème où nous avons les entrepreneurs que nous accompagnons, l'équipe du Santec, mais aussi tous les acteurs qui tournent autour de notre communauté et qui accompagnent nos entreprises à différents stades de la communauté. Donc, ce qu'on fait principalement au niveau du Santec, c'est qu'on accompagne des entreprises en démarrage, de la phase de conceptualisation à la phase de commercialisation. Donc, ce qu'on va faire principalement, c'est qu'on accompagne des jeunes entreprises du type tech et medtech qui sont en démarrage, puis aussi on accompagne aussi d'autres entreprises dans notre programme d'innovation ouverte, donc de rendre l'entreprise à collaborer à ces réflexions. Je vais apporter une petite précision par rapport au deep tech. Ce qu'on veut dire par deep tech, c'est vraiment une innovation technologique qui a à fort potentiel. Donc, c'est vraiment généralement des technologies qui sont issues de la recherche, qu'on va protéger par une propriété intellectuelle. Donc, vraiment, c'est des processus qui vont être très lents donc, pour arriver à la commercialisation. Donc, je voulais vous donner quelques chiffres à propos du Santec. Donc, le Santec existe depuis plus que 25 ans. Chaque année, depuis 5 ans, chaque année, on accompagne plus que 100 entreprises dans nos différents programmes. Les entreprises que nous accompagnons ont levé plus de 600 millions de dollars canadiens au cours des 5 dernières années. Les entreprises que nous accompagnons ont créé plus que 1500 emplois et nous avons plus que 70 experts qui accompagnent nos entreprises tout au long de leur parcours. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on se spécialise principalement dans les sciences du génie, technologies issues de sciences du génie. Nous avons 5 principaux secteurs distinctifs. Donc, comme mentionné tout à l'heure, MedTech et santé numérique, donc tout ce qui est santé digitale, tout ce qui est dispositifs médicaux, donc toute innovation qui permet d'améliorer les soins de santé qu'on fait et la qualité de vie du patient. Nous avons aussi le secteur de l'automatisation de l'industrie 4.0, aussi la robotique et autres. Transport et logistique
énergie et environnement, puis aussi télécom et microélectronique. Nous avons aussi d'autres secteurs, on a certaines exceptions, mais ça représente vraiment les 5 principaux secteurs dans lesquels se trouvent nos entreprises dans la compagnie. Concernant nos programmes et nos offres, donc, ce qu'on offre, on a 2 principaux programmes au Centec. Le premier, qui est le programme Accélération. Donc, c'est vraiment le premier programme, c'est la porte d'entrée pour les entrepreneurs qui souhaitent être accompagnés par le Centec. C'est vraiment un programme de validation et de pré-amorçage. J'aurai l'occasion tout à l'heure d'expliquer un petit peu plus en quoi consiste le programme. Ce que vous devez retenir, c'est vraiment un premier programme de validation de pré-amorçage. Le deuxième, qui est un programme d'incubation de 12 ans. Donc, c'est là où on va essayer d'accompagner nos entreprises pour la phase de commercialisation. Nous avons aussi le Collège Lab, qui est notre hub d'innovation ouverte, qui permet de faire des maillages de collaboration entre des entreprises, grandes entreprises établies et des startups. Donc, on essaie, l'idée, c'est d'avoir ces grandes entreprises-là comme premiers clients pour un startup. Donc, pour le programme Accélération, c'est que je mentionnais tout à l'heure, c'est un programme de pré-amorçage. C'est un programme de 12 semaines, présentant plus que 50 ateliers. C'est un programme qui est offert 2 fois par an, une cohorte qui commence d'ailleurs aujourd'hui, donc en février, donc c'est la cohorte d'hiver, puis nous avons une cohorte qui commence en septembre. Donc, on a généralement une 30aine à 40aine d'entreprises qui sont inscrites à ce programme-là. Les ateliers sont offerts dans les 2 langues, l'anglais et le français. Puis c'est un programme vraiment qui est entièrement gratuit. L'objectif, c'est vraiment de valider le potentiel du projet technologique. C'est quoi le produit qu'on va offrir, qu'on souhaite offrir, parce qu'il répond à un besoin. Aussi, établir le modèle d'affaires, le valider, puis renforcer les équipes aussi. Donc, généralement, on va avoir des équipes, des solo-entrepreneurs, des entrepreneurs seuls ou déjà des équipes établies qui ont déjà des ventes d'équipes. Pour le programme Propulsion, donc les entreprises qui ont complété le programme Accélération de 12 semaines et qui souhaitent continuer l'aventure, ils passent devant un jury pour accéder au programme Propulsion. Donc, les entreprises sélectionnées peuvent bénéficier d'un accompagnement, d'un programme d'incubation de 2 ans. Donc, c'est vraiment on passe un programme qui est basé sur une cohorte avec des ateliers, avec de l'accompagnement personnalisé qui va être adapté en fonction des besoins de l'entreprise et de son niveau d'avancement. Donc, chaque entreprise va être associée à un entrepreneur résidence qui connaît son secteur, puis aussi à un conseiller de l'équipe Centec. Ils ont aussi, dans le cadre de ce programme-là, ils peuvent avoir accès à des espaces, à des bureaux, des premiers bureaux qu'ils vont avoir ici, genre à quelques mètres de l'hôtel. Ils ont aussi des bourses d'entrée qu'ils vont recevoir dans une bourse de $1000, plus des frais de service qu'ils vont pouvoir utiliser pour des accompagnements spécialisés pour développer l'entreprise. Ce qu'on vise avec le programme Propulsion, bien sûr, c'est de commercialiser le produit, les services, que ce soit au Québec, puis par la suite à l'international, continuer à développer le produit, la solution, structurer l'entreprise, structurer l'équipe, partir sur des bases solides, puis s'assurer de bien exécuter le modèle d'affaires, puis aussi d'avoir une structure financière qui soit viable pour l'entreprise par la croissance. Je voulais vous donner aussi une idée du réseau d'experts que nous avons. Donc, nous avons une équipe de 15 experts qui sont déjà des entrepreneurs à succès, des investisseurs aussi qui interviennent auprès des entreprises et beaucoup d'experts de secteur. Donc, on a des CFO en résidence, des investisseurs en résidence qui offrent de l'accompagnement. Puis, je voulais aussi vous donner un petit peu des exemples sur des entreprises que nous accompagnons ou qu'on a accompagnées par le passé. On peut voir Solom, peut-être Spark aussi qui est issu de l'ETS. Donc, ça vous donne une idée sur le secteur des cas concrets d'entreprises que nous avons accompagnées. Comme je l'ai mentionné, c'était vraiment un survol. Je ne voulais pas mettre beaucoup d'informations dans la présentation. N'hésitez pas, si vous avez des informations, je suis là pour répondre à vos questions, pour échanger. Si vous avez aussi par la suite des questions plus précises, j'essaierai. Stéphane, normalement, va vous communiquer la présentation ainsi que mes coordonnées. Vous pouvez communiquer avec moi, j'essaierai de répondre à la réponse ou sinon, vous diriger vers la bonne personne.
Merci beaucoup. Merci. Donc, si vous ne voulez pas rebondir sur l'intervention, on peut le faire vers la fin de la discussion. Nous allons passer à Inkoubni avec M. Adel Amalou. Donc, Inkoubni, qui a été d'ailleurs sacré incubateur de l'année 2022. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, M. Adel Amalou? Merci. Donc, merci Ania, merci à tout le monde. Je suis très heureux de voir mes amis qui sont ici en Algérie. Ça fait un bon bout de temps. Anis, C'est vrai, il ça me fait manque. longtemps qu'on ne s'est pas vu. Hein. Exact, Hachmi. On attend qu'on reçoit une invitation du Québec pour se voir. C'est excellent. Merci. Merci à Ania qui nous regroupe aujourd'hui. Déjà, je tiens à féliciter Ania pour le parcours qu'elle est en train de faire. Donc, moi, j'ai cru que tu étais consultante à la chaîne 3 et maintenant, je te vois que tu continues au Québec. C'est excellent. Alors, par rapport à Incubi, je pense qu'on a failli être partenaire de l'accélérateur Suntech en 2020, je pense. Ce n'était pas moi qui était en charge de cette partie, mais moi j'ai été en contact avec le CEIM, donc le Centre d'entreprise et d'innovation à Montréal, avec qui on est partenaire jusqu'à aujourd'hui. Donc Incubi, c'est quoi? Donc c'est un incubateur qui a été créé en 2018. On n'a pas 25 ans, on a presque 5 ans. Donc, depuis 2018. Donc, il est monté par 7 Algériens. Donc, c'est un incubateur privé, pas un incubateur universitaire. Donc, il a été créé en 2018 par 7 Algériens qui sont un peu partout dans le monde, qui sont près, on va dire, de la diaspora algérienne à l'international, qui sont spécialisés dans différents domaines, différents secteurs spécialisés on va dire de l'énergie jusqu'aux objets connectés, secteur médical. Donc, on est spécialisé un peu par, on va dire, divers secteurs d'activité. Donc, on a créé Incubi suite à un constat qu'il fallait vraiment beaucoup de structures d'accompagnement en Algérie, mais dès la création d'Incubi, on s'est porté sur un incubateur panafricain parce qu'aujourd'hui, je pense que vous le savez mieux que moi, qu'une start-up, elle ne doit pas rester juste dans un marché où elle cible juste un marché. Donc, nous, dès la création, on s'est porté sur un incubateur panafricain pour essayer en même temps d'accompagner des jeunes algériens, mais aussi des jeunes de différents pays d'Afrique, mais aussi avoir d'autres marchés accessibles à nos startups. Donc, on a débuté en 2018, on a fait une première cohorte exclusivement pour l'Algérie, 2019 aussi. 2020, c'était compliqué, donc c'était compliqué avec la COVID-19, mais 2021, coûte que coûte, on a lancé notre premier programme phare qui s'appelle Africa by Incubi, où on accompagne différents porteurs de projets, différents porteurs d'idées de différents pays d'Afrique. Qui 2021, c'était la première cohorte où il y avait une quinzaine de jeunes de différents pays en Algérie pour développer. D'ailleurs, Ania, elle était avec nous. Cette année, on a élargi, donc on a élargi on va dire, notre champ où on a intégré d'autres pays du Moyen-Orient. Et 2023, ça va être Afrique, Moyen-Orient et Europe. Donc, on va recevoir des startups d'Europe ici en Algérie. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a deux catégories de projets, plutôt deux programmes au sein du programme Africa. C'est quoi? On a ce qu'on appelle les projets libres. C'est les projets libres, c'est les projets des porteurs de projets, donc c'est leur propre projet qui présentent dans notre plateforme pour être sélectionnés. Et on a aussi ce qu'on appelle l'Open Innovation. Donc, les projets d'Open Innovation, aujourd'hui, on travaille avec les plus grands groupes, on peut les dire les leaders dans différents secteurs d'activité, donc comme Nestlé, les laboratoires Roche, Cisco, Siemens, Société Générale, plusieurs grands groupes qui nous expriment des besoins, des problématiques à leur entreprise. Ces besoins-là, on les présente au niveau de notre plateforme et après, les startups et les porteurs de projets proposent des solutions pour essayer de résoudre ces problématiques-là. Ça, c'est un avantage pour les startups. Pourquoi? Parce que
parce que après la sélection, ben, quand on sélectionne un comité mixte entre l'incubateur et l'entreprise qui a exprimé un besoin. Et l'avantage avec ça, c'est qu'à la fin du programme, l'entreprise start-up qui a été accompagnée peut signer un contrat. Donc comme la cohorte où Ania elle était présente, il y a eu beaucoup de projets qui sont en train, d'ailleurs, on est en train de voir le résultat actuellement. Pour l'année 2022, ça commence aussi, et ils sont en pleine négociation. Et c'est ça l'avantage de travailler sur des projets d'open innovation où on arrive à ramener le premier client à la start-up. C'est ça le plus compliqué aujourd'hui pour une start-up, c'est de décrocher son premier contrat. Aujourd'hui, IncubMe, elle va s'élargir ici en Algérie. Donc, on aura cette année deux autres incubateurs qui vont être créés. Un ici à Alger au niveau de l'école, ce qu'on appelle Eshra. Donc, ça va être un incubateur spécialisé dans tout ce qui est domaine touristique et hôtelier. Et il y aura un incubateur d'université qui va être dans une ville qui s'appelle Tizi Ouzou. Donc, ça va être prochainement, il y aura un autre incubateur universitaire qui va être spécialisé, on va dire, dans tout ce qui est génie électrique, qui va être créé au niveau de Tizi Ouzou. On est en train d'aménager aussi un autre espace. Je donne l'info. Ça va être un centre d'innovation sur 3000 mètres carrés au centre d'Alger, qui va être lancé, j'espère, d'ici la fin de cette année-là, donc décembre 2023, ici à Alger. Donc, c'est sur 3000 mètres carrés, plus une mezzanine de 1500 mètres carrés, qui va être un espace à peu près de 4500 mètres carrés. Ça va être une première en Afrique, comme on dit chez nous, Inch'Allah. Aujourd'hui, IncubMe, elle est partenaire de l'Union africaine. Donc, avec l'Union africaine, on est en train de développer 4 autres structures d'accompagnement. Donc, chez IncubMe, on fait de l'accélération aussi. Donc, on fait de l'incubation et de l'accélération. Et avec l'Union africaine, on va ouvrir... au niveau de l'Union africaine, ils ont ce qu'ils appellent les universités panafricaines. Donc, dans chaque pays, pas chaque pays, donc il y a 5 pays où l'Union africaine a ouvert des universités panafricaines. Donc, il y a l'Algérie, c'est au niveau de la wilaya de Tlemcen. Il y a une deuxième université qui est au Kenya, une troisième au Nigeria, quatrième au Cameroun, et la dernière, c'est en Afrique du Sud. Ça, c'est des universités panafricaines. Donc, c'est l'élite africaine qui est reçue dans ces universités-là. Donc, vu qu'on est partenaire avec l'UA, et ils sont très satisfaits par le travail qu'on est en train de faire, donc, du coup, ils nous ont proposé d'ouvrir des structures d'accompagnement, incubateurs et accélérateurs au sein de ces 4 autres universités, parce qu'en Algérie, on ne va pas ouvrir en Algérie pour le moment parce qu'on existe déjà, mais les 4 autres pays, on va ouvrir à partir de 2024 une structure d'accompagnement dans chaque université panafricaine. Donc, aujourd'hui, on travaille beaucoup avec le CUIM, donc on travaille avec M. Bourassa, toute l'équipe, et puis voilà, donc c'est ça ce qu'on est en train de faire, et je vous remercie. Justement, en fait, vous êtes aussi présent au Québec, non? Au Canada, si je me souviens bien. Exact, c'est au CUIM, donc c'est à Montréal. C'est le Centre d'entrepreneuriat et d'innovation de Montréal. Effectivement, c'est un incubateur ici, pas très loin de l'ETS. Et c'est encore M. Bourassa qui est le directeur général. Est-ce que je viens de comprendre? Non, je pense que Serge, il est parti en retraite, je pense. Mais nous, on est en contact avec Nasruddin, qui est le responsable on va dire, de business développement, et Eric. Donc, Eric qui est suisse, mais en même temps canadien. Et vu que nous aussi, on est partenaire avec la Suisse, donc faciliter les choses. C'est intéressant de savoir que vous avez un pied à terre au Québec.
Malheureusement, on allait développer beaucoup de choses, mais le Québec, c'était très compliqué pendant la COVID-19. Donc, nous, quand on a signé le partenariat, c'était prévu qu'on accompagne des startups canadiennes qui voulaient se lancer en Afrique et vice-versa. Hein. Donc, des startups africaines qui voulaient aller vers le Canada. Et tantôt, vous parliez d'une cohorte avec des startups européennes. Cette année, oui. Et puis ça ne s'étire pas jusque l'autre côté de l'Atlantique. Peut-être dans la quatrième édition. On a reçu, cette année 2022, on a reçu beaucoup de projets du Canada, des États-Unis, même de l'Amérique latine. Mais après, si on peut en discuter. Ania, ça peut être notre ambassadrice là-bas, hein, donc elle connaît très très bien le programme. Je fais partie de la première cohorte. Exact. Donc Ania, elle connaît très très bien le programme et je pense qu'il n'y a que elle qui peut présenter le programme parce qu'elle a vraiment vécu pendant presque 4 mois ce programme. Et aujourd'hui, elle est en train de voir, je pense, ses amis aussi sont en train de signer de beaux contrats. Il y a Djihad qui a signé cette semaine et qui a lancé son projet. Il y a Josiane qui va faire une levée de fonds ici en Algérie et qui va signer avec le groupe Castel. Donc tout ça, c'est très positif. Ça va s'étendre aussi au Sénégal et au Burkina. Pour tout le monde. Et on peut... Exact. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles pour les startups. Mais après, si vous avez des projets, comme on dit chez nous, bienvenue, marhaba. Peut-être relancer le partenariat avec le Syntec, qui sait. Bien sûr, avec grand plaisir, avec très très grand plaisir. Merci Monsieur Amalou, on va passer au GAN et après par la suite on va recevoir les questions des étudiants ici présents. Donc le groupement algérien des acteurs du numérique, Monsieur Anis Ababsia, Hachmi Ben Ali et Monsieur Cheta. Donc libre à vous de commencer. Vous nous présentez brièvement un peu ce que vous faites et par la suite on va recevoir les questions des étudiants. Je pense que dans l'ordre, il faudrait laisser peut-être Abdelmalek entamer. Tu es encore parmi. Tu es encore en ligne? Je pense. Je suis en ligne. Ah, super. Donc, Anis veut dire les vieux d'abord. Anis me fait le coup des vieux d'abord. OK, on va suivre. Donc, je vais devoir vous raconter un petit peu l'épopée de l'écosystème parce que le GAN est une question d'écosystème. Effectivement qu'aujourd'hui, les initiatives de Adel, des accélérateurs et tout le travail que le gouvernement essaye de faire pour que l'innovation soit au cœur de l'économie, a besoin d'écosystèmes dans tous les domaines, pas uniquement le numérique. Donc, pour comprendre un petit peu l'écosystème algérien actuellement, il faudra juste rappeler l'épopée. Donc, l'Algérie, c'est un jeune pays qui avait choisi d'être communiste, on va dire. On utilisait le terme socialiste, mais au fait, c'était du communisme. Donc, l'initiative personnelle, pendant longtemps, l'initiative privée n'était pas soutenue, elle était voire même combattue. Donc, c'est une jeune nation en termes d'entrepreneuriat, c'est une jeune nation en termes de… c'est à peu près depuis 20 ans, 25 ans qu'il y a une ouverture économique post-socialiste. L'Algérie a changé, c'est avec l'effondrement du camp communiste et socialiste que l'Algérie a basculé petit à petit dans on va dire, la liberté d'entreprendre modérée, qui va en s'accélérant. L'Algérie était et reste un pays pétrolier, donc il y a une certaine rente qui a freiné un petit peu la transition vers l'accélération de l'entrepreneuriat, etc. Aujourd'hui, depuis un petit bout de temps, les choses changent.
l'entrepreneuriat est devenu au centre des intérêts du gouvernement. Il y a beaucoup de changements qui sont en train d'impacter l'écosystème en général. Il y a énormément de mesures incitatives, de plus en plus fortes, de plus en plus attirantes. Les jeunes sont de plus en plus entreprenants. Malheureusement, dans ce type d'écosystème où les opportunités sont immenses, c'est un pays riche avec beaucoup de potentiel. L'Algérie, c'est un pays où il y a 2 millions d'étudiants dans les universités. C'est unique en Afrique, cette densité est unique en Afrique. Toutes les spécialités imaginables sont enseignées en Algérie jusqu'au fin de n'importe quel cycle. C'est-à-dire que l'Algérie forme aujourd'hui, quelle que soit la complexité du domaine, ça va des types tech aux autres spécialités, la médecine, etc., jusqu'au niveau professeur, vous n'avez pas à quitter l'Algérie. Donc, vous pouvez faire toutes les formations que vous voulez. Il y a un grand potentiel. C'est un pays jeune. L'énergie, elle est quasiment gratuite. Des activités comme les data centers, etc., coûtent rien du tout. L'infrastructure de base de plus en plus performante. Donc, énormément de potentiel. Avec énormément d'opportunités, parce que quand on dit que c'est nouveau, que les choses se développent, l'Algérie importait quasiment tout. Elle veut fabriquer quasiment tout d'un coup. Donc, c'est énormément de potentiel pour les jeunes. Mais aussi, c'est le moment de structurer des écosystèmes. Et c'est dans ce cadre-là que des initiatives comme le GAN et d'autres initiatives comparables où des gens veulent se mettre ensemble pour améliorer les chaînes de valeur. Parce qu'une start-up, elle doit s'insérer quelque part. Une start-up, elle doit faire partie d'un écosystème. En général, en Afrique ou dans des pays sous-développés, une start-up n'a pas cette facilité qu'elle a dans un pays développé où elle ne peut se concentrer que sur le bout de la solution qu'elle maîtrise. La plupart du temps, on est confronté à des problématiques de chaîne de valeur globale. Donc, c'est des problématiques, mais des opportunités au même moment. Donc, c'est là où le travail collégial, le travail en groupement, le travail en association, le travail en écosystème devient de plus en plus important. Et c'est dans cette vision-là que des confrères ont décidé, ça fait 3 ans, de créer le GAN, le Groupement algérien des acteurs du numérique, déjà pour un petit peu fédérer les efforts, de pousser vers la même direction, d'essayer d'agir en écosystème, de soutenir les initiatives nouvelles, de soutenir les startups, de soutenir l'écosystème existant, parce que dans le numérique, il n'y a pas que des startups, il y a aussi des entreprises classiques et établies. Et si elles ne sont pas performantes, on n'aura pas beaucoup de chances de faire de l'open innovation. Si c'est par exemple dans le domaine du numérique, c'est des entreprises classiques, bien structurées, avec des ressources, n'arrivent pas à se structurer, à structurer l'écosystème. Ce ne sont pas des entreprises naissantes qui vont pouvoir le faire, en tout cas pas facilement. Donc, c'est dans cette vision-là que le GAN existe. Il regroupe aussi bien des entreprises établies qu'énormément de petits startups. Il y a les vieux comme moi et le Hashmi qui ne veulent pas lâcher, bien sûr. On est là, on fait même du sport pour résister. On ne va rien vous lâcher, il ne faut pas compter. Voilà. On prend nos différents traitements à temps pour ne pas crever rapidement. Donc, Anis, tu peux attendre ton tour ou l'arracher. Voilà. Mais bien sûr, il y a des jeunes comme Anis qui ont entrepris et je préfère lui laisser la parole pour parler de l'aspect entrepreneuriat parce que pour moi, c'est le plus important par rapport à la situation aujourd'hui. J'espère que je n'étais pas très bavard. Un peu. Comme d'habitude. Et c'est bien, tu as cerné le sujet. Tu permets, Anis, juste de rajouter un petit peu, de parler un petit peu du potentiel qu'on a aujourd'hui sur
moi, comme Abdelmalek, ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'on existe sur le marché. On travaille avec des grands groupes qui sont aujourd'hui connus à travers le monde. Je parle en termes de solutions comme Oracle, comme SAP, comme Microsoft et tout. Donc, on a des équipes qui travaillent sur ce sujet-là. Moi, je voulais juste parler du potentiel du pays. En fait, on a un pays pratiquement vierge en termes de numérique. On est au balbutiement. Il y a des années, les années à venir sont l'avenir du numérique en Algérie. Il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est pour ça que c'est un appel en fait aux gens, voire les binationaux ou les Canadiens eux-mêmes qui s'intéressent à ce marché, notamment l'Algérie qui est dans l'Afrique et l'Afrique en globalité. Il y a beaucoup de potentiel. C'est vrai que c'est pas facile, c'est un gâteau, mais ce gâteau-là, il faut l'arracher. Ça veut dire qu'il faut être présent, il faut se battre, il faut avoir les épaules larges et solides, il faut avoir les nerfs solides, comme disait Abdelmalek tout à l'heure. On prend toujours nos traitements pour résister. Voilà, donc la porte est ouverte, le marché est ouvert, et puis… c'est pas très vendeur ce que tu disais. Moi, je parlais par rapport au vieux. Le marché, il est bien potentiellement, il est bien, on ne peut pas l'évaluer, on n'a pas de statistiques pour l'évaluer, mais il y a tout à faire. Il y a tout à faire. C'est comme le marché africain. Hein. L'Afrique aujourd'hui, si vous enlevez l'Afrique du Sud, par exemple, qui est un peu en avance par rapport aux autres, le Kenya qui commence, voire certains pays comme le Nigeria peut-être. Il y a tout à faire en Afrique. Il y a tout à faire. D'ailleurs, le numérique en Afrique, il s'est structuré par des petites entreprises, voire des ESN qui existent. On n'a pas encore vu rentre dans ce type de projet. Je pense que ça va arriver. Et je laisse la boucle là. Vous avez bien identifié les grands pôles numériques, M. Ben Ali. Hein? Évidemment, si on exclut l'Afrique du Sud, c'est le Kenya, Nairobi, Lagos. Effectivement, oui. Il y en a beaucoup qui disent que le Caire en Égypte aussi est un pôle de numérique. L'Égypte, ça devient l'Inde d'hier aujourd'hui. En fait, c'est pratiquement toutes les grosses entreprises et tous les pays sont en train d'externaliser ils outsourcent leurs services numériques au niveau de l'Égypte. En fait, nous, on commence cette partie-là, on commence en Algérie, on commence avec notamment la France, parce qu'il y a une facilité avec la France à travers la langue. Mais les pays anglophones, je crois qu'on n'a pas encore d'expérience intéressante à étaler, voire on peut peut-être imaginer que justement l'Algérie, aux portes de l'Europe, l'Algérie francophone, avec une masse de main-d'œuvre jeune, tout ça, qu'éventuellement, ils peuvent devenir le quatrième pôle numérique de l'Afrique qui est collé sur l'Europe, qui est connecté avec l'Europe. Effectivement, mais il faudra que la France nous laisse nos jeunes ici. Hein. C'est ça le problème. En fait, nous, on les forme, l'État algérien les forme, nous, les ESN, on leur donne l'expertise pendant 2-3 ans, ils les prennent. Donc, c'est très compliqué. Quand on regarde les besoins aujourd'hui en France, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en Italie, c'est pratiquement 1 million d'ingénieurs. Nous, malheureusement, de l'autre côté, on ne peut rien faire. Hein, on peut rien faire. C'est l'exode des cerveaux. Effectivement, voilà. Effectivement. Sauf que peut-être on a certaines catégories qui ne souhaitent pas partir, qui restent. Et puis, il y a aussi des entreprises en Europe qui regardent l'Afrique, qui nous regardent, parce qu'aujourd'hui aussi, on a un potentiel, plutôt un avantage concurrentiel qu'on peut faire valoir. Moi, dans mon entreprise, déjà, ça fait 5-6 ans que je fais de l'offshore. Hein. De l'offshore, que ce soit dans le développement, que ce soit dans la qualité, dans le test, et ça marche très bien. Et ça serait bien que d'autres entreprises aussi suivent ça. Pourquoi pas un jour au Canada, malgré le décalage horaire, on est toujours preneur. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de besoins au Canada. J'ai fait cet été, j'ai fait un passage là-bas, donc je suis un peu impressionné par le besoin et la dynamique du marché canadien en termes du numérique. Exact. Et je vous rappelle qu'une grande partie du Canada est francophone. Effectivement, mais c'est pour ça qu'on la regarde aussi. Les relations entre les deux pays. D'ailleurs, il y a quand même déjà un historique qui existe entre l'Algérie et le Québec. Oui.
matière de francophonie qui est assez ancien. Mais il y a moins de, en fait, il y a moins de, on va dire, de fréquence de départ vers le Canada que la France. La France, ces derniers temps, c'est devenu très, très facile. Les gens, au bout d'un mois, ils ont des visas, ils ont des contrats et tout. Je peux te raconter mon vécu. Je peux raconter mon Et ça, vécu. pardon, Abdelmalek, ça, c'est des politiques d'État. En fait, nous, on ne peut pas faire face aux politiques de l'emploi de la France ou de l'Allemagne ou de l'Espagne. On travaille aujourd'hui. Il y a beaucoup qui reviennent et qui entreprennent. L'exemple de Yassine, qui a fait une levée de fonds extraordinaire. Moi, j'en fais partie. Ça fait 15 ans, je suis revenu, j'étais en France, j'étais bien installé. Et j'ai fait le pari. Aujourd'hui, mon entreprise, elle a une vingtaine d'années. Donc, je ne regrette pas. Je regrette pas. Sauf qu'en termes de politique d'emploi, c'est l'État aujourd'hui qui est en train de réfléchir. Nous, en tant que GAN, on est force de proposition. On propose des choses pour qu'on puisse garder les gens, au moins chez nous, le temps qu'on puisse profiter de leur savoir et de leur expertise. Désolé, Abdelmalek. Non, je voulais juste rebondir par rapport au point. Si on prend par exemple comme exemple une des universités algériennes les plus prestigieuses qui est dans l'engineering comme vous, donc ça s'appelle l'USTHB. Je suis enseignant à l'USTHB depuis 2006, donc 18 ans. Et croyez-moi que l'université de Bab Zouar, donc l'USTHB, c'est une université de 55 000 étudiants, rien qu'en technologie et en engineering, sur 106 hectares d'installation. Donc, un pays sous-développé comme l'Algérie, il investit tout ça pour qu'après, une économie déjà développée, déjà existante, qui possède les moyens de créer de la ressource, elle ne le fait pas et elle dépossède un pays comme ça facilement parce qu'il y a un écart de vie, c'est normal. Nous sommes à construire et l'être humain, le jeune, ne veut pas sacrifier sa vie pour construire, il veut vivre. Donc, ce décalage-là, c'est un décalage philosophique qu'on ne peut pas régler à un niveau économique. Ça va rester comme ça quasiment à l'infini s'il n'y a pas de décision politique. Donc, l'Algérie a 2 millions d'étudiants dans les universités. C'est spectaculaire, mais nous avons des centaines de milliers dans l'engineering. Donc, c'est exceptionnel. Il n'y a aucun pays, même l'Égypte, elle est loin derrière. Quand j'étais chez Microsoft, j'étais en charge de la région Middle East and Africa. Donc, j'ai une bonne idée sur… j'étais en charge de la relation avec le monde académique, entre autres. Donc, je connais plus ou moins les écosystèmes. Personne ne produit autant. Une qualité, bien sûr, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais là, il y a une dynamique entrepreneuriale qui commence. On compte sur elle pour garder nos jeunes parce que c'est ce qu'on était en train de dire. Et ce que je voulais aussi que Anis nous raconte par rapport à son vécu, comment il a décidé de rester, d'entreprendre, comment il a résisté aux sirènes, parce que lui aussi, par exemple, peut partir. Donc, je pense que les vents nouveaux concernant l'entrepreneuriat, qui est une nouvelle, c'est nouveau en Algérie, je pense que ça peut être un début du changement. Ça peut être général. L'Afrique aussi, les autres pays africains vivent la même chose. Et je pense que le changement vient de l'entrepreneuriat. Je laisse la parole à Anis. Désolé, comme d'habitude, on ne te laisse pas parler. C'est Anis Abesta. J'ai attendu mon tour, comme tu l'avais demandé. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Anis Abesta, moi, je suis également membre du board du GAN avec mes amis Hashmi et Abdelmalek. Très content, je remercie Ania de nous avoir réunis, comme avait dit Adel, parce que nous, on est assez proches, mais bizarrement, on se voit très rarement. Donc, merci Ania. Et alors, moi, je ne veux pas prendre trop de temps quand même. Déjà, je vais rebondir sur beaucoup de choses qu'ont dit mes amis après avoir un peu noirci le tableau. Je ne vais pas en dire plus que ce que c'est déjà Ania. Donc, tout ce que je vais dire à peu près, Ania elle-même pourra vous le raconter parce qu'elle connaît très, très bien l'écosystème startup
ici en Algérie. Donc, en fait, depuis à peu près les dernières années, il y a eu tout un, comme disait Malik, tout un nouveau souffle qui est essentiellement basé sur un ensemble de mesures incitatives, essentiellement réglementaires, mais pas que, qui font qu'aujourd'hui, le climat entrepreneurial slash start-up est de plus en plus favorable. Moi qui ai un peu entamé l'aventure il y a à peu près 5-6 années de cela, j'ai effectivement, je suis un peu effectivement témoin des deux phases, de l'étape où les choses étaient un peu quand même compliquées et de comment aujourd'hui les choses sont un peu plus smooth. En gros, on peut le résumer ça dans l'édification de nouveaux cadres réglementaires comme ce qu'on appelle le label Startup, qui est une marque qui permet en fait aux entrepreneurs de bénéficier d'un certain nombre d'avantages. Très récemment, donc en fait, la promulgation de la loi sur l'auto-entrepreneuriat qui permet aux indépendants d'avoir leur propre statut d'auto-entrepreneur avec également le lot d'avantages qui va avec. Vous avez un certain nombre de structures, donc l'accélérateur national Aventure, Algérie Aventure, ainsi qu'un fonds national de capital risque dédié aux startups, donc ASF. Et c'est également la présence, la création de maisons d'entrepreneuriat et d'incubateurs dans littéralement chaque université du pays. Et donc, en fait, c'est cet ensemble de structures, de mesures incitatives, de mesures réglementaires qui ont été insufflées, qui font qu'aujourd'hui, nous avons, si vous voulez, des moyens qui n'étaient pas existants hier. Et après, tout ça, si vous voulez, c'est un ensemble d'ingrédients qui restent à cuisiner. Et c'est là un peu la raison d'être du GAN, du Groupement algérien des acteurs du numérique, puisque moi-même, par exemple, en tant que jeune entrepreneur, des confrères comme Hashimi ou Abdel Malik qui ont plus de 20 ans quand même d'existence sur la place économique, c'est des entreprises mentors desquelles on s'inspire, donc on bénéficie directement de conseils de leur part. Et c'est un peu un des axes sur lesquels on travaille au sein du GAN, qui est la montée en compétences collectives des acteurs économiques du numérique, et ce à travers la transmission donc de compétences et d'expertise de la part des entreprises qui sont plus expérimentées vers les plus jeunes, de la part sur le travail de documents collectifs qui sont, comme disait Malik Hashmi, force de proposition pour essayer d'influencer donc soit des lois ou des mesures qui peuvent être en notre faveur. Et donc aujourd'hui, c'est un peu grâce également au GAN, que je remercie, qu'aujourd'hui les vents sont beaucoup plus favorables. Pour répondre un peu à Malik, pour moi, la question de rester ou de partir ne s'est jamais réellement posée. J'en avais l'occasion. C'est un choix que j'ai fait. Je ne regrette pas parce qu'en fait, moi, j'ai toujours, si tu veux, flairé une opportunité qui est celle d'avoir la chance de se lancer dans un climat qui est tout l'inverse de l'hypercompétitivité qu'on constate un peu en Europe ou en Amérique du Nord. Parce qu'en fait, nous, vous pouvez prendre n'importe quelle filière, n'importe quel domaine, et quand vous faites un peu votre benchmark, vous allez voir qu'il y a très, très peu d'acteurs. Donc, la facilité avec laquelle vous pouvez vous lancer et avoir très, très peu de compétition ou de menaces, c'est limite d'une facilité déconcertante. Donc, moi, je n'attribue pas, si vous voulez, le peu de succès qu'on a eu au cours de ces 5 dernières années de quelconque compétence, mais uniquement, je pense, au climat favorable qui a fait que nous avons pu faire ce que nous avons fait. On n'aurait peut-être pas pu le faire si nous étions dans un climat un peu plus tense.
Et donc, voilà, moi, je ne vais pas prendre la parole plus longtemps. J'espère que dans la partie Q&A, s'il y en a, on pourra un peu approfondir la discussion. Super, merci beaucoup, Monsieur Anis Ababsia. On a une question en fait, qui a été posée en ligne de la part de Leda Labed qui dit plusieurs programmes collaboratifs sont ouverts au Québec au niveau du recherche et développement sur plusieurs secteurs et même des visas spéciaux pour les startups. Est-ce que les services consulaires des deux pays aident? Alors, qui d'entre vous voudrait répondre? Adel. Alors, pour ce qui nous concerne, ce qui concerne les programmes que Incumi développe, aujourd'hui, nous, soit les porteurs de projets ou les startups qu'on accompagne, ils reçoivent leur visa dans l'heure qui suit le dépôt. Donc ça, on a remarqué par rapport à donc une avance par rapport à on va dire la première cohorte et la deuxième cohorte. Donc la première cohorte de Africa, donc c'était, ils faisaient des vérifications et tout, c'est normal. Mais la deuxième cohorte, c'était donc ils déposent aujourd'hui, ils reçoivent leur visa le même jour. Pour le Canada, je pense que Ania peut nous c'est toi qui peux répondre à ça par rapport au Canada, parce que c'est la plus proche. Voilà. Je pourrais rajouter, en fait, moi j'ai vécu l'expérience, mais de point de vue professionnel, pas start-up. Je confirme ce que Adel disait. Pratiquement les services consulaires, les services économiques consulaires, ils sont très réactifs. Il suffit d'envoyer une invitation à la personne qui va venir et puis d'envoyer le courrier au consulat. Pratiquement l'heure après ou la journée, il a son visa. Et c'est vraiment rare de trouver de l'équivalence. Je n'ai pas fait le sens inverse, ça veut dire que la personne part du Canada ou plutôt de l'Algérie vers le Canada. Non, on le fait avec la France. Il n'y a pas de refus. Ça fait 20 ans qu'on travaille avec des entreprises en France. Il n'y a pas de refus, mais ça prend un peu de temps. Je pense que c'est par rapport à la masse de demandes de visa que la France a. Je présume que ça doit être la même chose au Canada, donc je n'ai pas de difficulté là-dessus. Ouais, effectivement, il y a quelques problématiques au niveau des visas de travail, puis d'immigration, mais ça, c'est une problématique. Les visas de travail, c'est vrai que c'est compliqué. Moi, là, je parle de visa affaires. C'est plus facile. Oui, c'est plutôt différent. Quand on a des gens qui interviennent ici, en ce moment, on est au ministère des Finances, on a un confrère canadien qui travaille avec nous. Et son visa, il a son visa pratiquement chaque 6 mois, il le renouvelle, donc il n'a pas de difficulté et tout. On n'a pas du tout de problème là-dessus. OK, c'est une bonne nouvelle dans l'ensemble parce qu'effectivement, c'est un peu comme on disait la France, mais ici, le service d'immigration et des passeports et tout ce que vous pouvez imaginer, les relations internationales est complètement débordé. Il y a un petit peu de difficulté à reprendre le dessus, mais ça fait partie un peu aussi des enjeux. Effectivement, oui. On va prendre les questions des étudiants. Est-ce que vous avez des questions à poser à l'Assemblée? Oui. Alors, veuillez juste vous présenter, s'il vous plaît. Oui. C'est Béchri Habib, je suis étudiant ici à l'ETS en électrique. Et je viens d'Algérie. Et j'ai une question à propos de l'entrepreneuriat en Algérie, à propos de l'innovation en particulier. Mis à part les secteurs numériques et les secteurs du service, est-il possible vraiment d'innover, de créer une entreprise qui invente dans d'autres secteurs? Parce que pour le secteur numérique, on peut créer sa propre entreprise qui fait un projet de A à Z jusqu'à livrer au client le produit fini, avec ses propres moyens. Et pour les projets industriels, par exemple, est-ce que c'est faisable vraiment dans un pays qui est très en retard sur le plan technologique et qui n'a pas d'entreprise industrielle vraiment performante? Est-ce que vous voyez, si j'invente quelque chose dans un domaine lié à l'énergie, par exemple, mon domaine, est-ce que je pourrais, à partir de là, en étant en Algérie, vendre, faire prévaloir mon innovation? Voilà la question. Alors, qui se débrouille? Si vous voulez, je peux. Okay. Tu es dedans, Malek, tu es dedans. Vas-y. Toi. Oui, il n'y a pas de souci. OK. Effectivement, tu as touché du doigt le cercle vicieux du sous-développement. Il s'appelle cercle vicieux parce que c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que
Effectivement, aujourd'hui, un pays développé offre plus un écosystème pour innover plus performant. Donc, je pense que la question ne se pose pas si on parle de point de vue comparatif. Donc, si on a à comparer il faut se lancer dans un pays où l'écosystème quasiment n'existe pas, ou se lancer dans un pays où l'écosystème d'innovation existe, donc la question n'a pas d'intérêt. Par contre, ce que je peux répondre, c'est que si on est en Algérie, on a fait le choix d'être en Algérie, d'accord? Là, bien sûr qu'on peut innover. Actuellement, moi-même, je ne veux pas parler des activités de mon entreprise quand j'interviens au nom du GAN, mais à titre juste indicatif, nous avons un accélérateur dans le domaine de l'industrie 4.0. Nous avons des startups qui font, par exemple, des bras articulés. D'accord, pour le pick and place en environnement industriel. Les challenges sont immenses. Faire la même chose au Canada, ça aurait été un jeu d'enfant. Le faire en Algérie, c'est énormément de challenges. Même des choses simples comme l'usinage de précision d'aluminium, par exemple, qui peut se faire avec des machines CNC 3D qui sont disponibles partout à perfusion. En Algérie, il fallait courir, trouver des gens, des sous-traitants, les monter en compétences pour pouvoir usiner quelques pièces en aluminium. Donc, le challenge, il est énorme, effectivement. Mais après, le potentiel, il est énorme. Donc, petit jeu, petit gain, voilà. Mais chez nous, c'est l'inverse. En Afrique, c'est l'inverse. C'est par contre, vous arrivez à éliminer les barrières, à détruire les barrières, vous allez vous retrouver seul avec un immense marché non desservi. C'est la même chose, je pense, en Afrique en général. Donc, je vais vous dire ma conclusion parce que j'ai essayé plus ou moins les deux environnements, un peu l'environnement US et l'environnement algérien. Je ne vais pas comparer. J'étais longtemps chez Microsoft, etc. J'ai vu un petit peu comment l'innovation se fait dans l'écosystème à Seattle, à la Silicon Valley, etc. Donc, si je commence à comparer, j'arrête de travailler. Donc, on fait les choses. On crée des écosystèmes. Je vous donne l'exemple d'une autre startup que nous avons, qui est une start-up qui n'avait pas l'objectif de devenir une start-up. C'était un artiste qui s'appelle Moustache. Il voulait juste produire des Kshabia 2.0. Vous connaissez le Kshabia, c'est l'habit traditionnel. Et lui, il voulait produire l'habit traditionnel sous forme de streetwear. Donc, des gens des jeunes devaient le porter et être fiers de le porter, tout en étant simple à porter, on va dire à l'aise, et qui devait ressembler à 2020 et non pas au produit ancestral, tout en s'inspirant du produit ancestral. Quand il a voulu le faire, il voulait le produire. Donc, il a cherché des entreprises qui pouvaient lui produire ce produit avec les configurations qu'il voulait. Et dans n'importe quel pays développé ou en Chine, il aurait trouvé tout un écosystème. Déjà présent en termes de l'industrie du textile, il aurait innové sur le textile, il aurait innové sur la découpe, sur beaucoup de choses. En Algérie, on était obligé de créer un écosystème. On n'a pas trouvé l'usine, on est allé chercher les couturières domestiques qui travaillent chez elles, qui avaient un niveau de finition très, très élevé. Par contre, elles ne pouvaient pas traiter un grand nombre de commandes. Donc, on a ubérisé l'usine. Donc, peut-être c'est l'une des rares usines ubérisées dans le monde. Donc, aujourd'hui, la marque ARDK qui est accélérée chez nous, c'est une marque qui fabrique ces centaines de produits qu'elles vendent par mois, distribués sur des centaines de petites couturières installées chez elles, mais avec un logiciel d'ordonnancement, avec toutes les règles du génie industriel.
Donc, comme si c'est une vraie usine. Donc, celle qui fait la découpe, ce n'est pas celle qui fait la couture, je ne sais pas comment on appelle ça. Ce n'est pas elle qui va faire le contrôle qualité. Il y a toute la partie logistique qui est très bien calculée avec les approvisionnements, avec la distribution, la planification, le forecast qui devient un plan, le plan qui devient, on dirait une usine, mais c'est distribué. En Europe ou là au Canada, vous n'auriez pas à inventer ça. Donc, ce que je veux dire, c'est plus difficile, on a besoin d'un génie encore plus élevé d'innover dans un pays sous-développé que d'innover dans un pays déjà développé. Si on comprend ça, on va régler pas mal de problèmes. Si on compte sur le fait que c'est plus facile de développer en Algérie pour innover en Algérie, non, on va, ou là, en Afrique, ou bien en Afrique, non, on ne va pas le faire, personne ne va le faire. Si on est conscient qu'il faut un niveau intellectuel plus élevé pour concevoir des solutions et des écosystèmes entiers pour pouvoir régler des problèmes encore plus profonds, parce que les problèmes des pays sous-développés sont encore plus profonds que les problèmes des pays développés. Nous, on doit faire des choses très complexes. Nous avons des problématiques dans le transport, des problématiques dans l'énergie, dans l'efficacité énergétique, des problématiques dans l'efficacité industrielle. Nous avons des problématiques très, très profondes. On n'a pas besoin de petites solutions edge, j'appelle ça des solutions on va dire cosmétiques. Aujourd'hui, quand on voit les startups qui lèvent des milliards en Europe, c'est des startups qui règlent des problèmes qui ne sont pas très profonds. En Afrique, des startups qui éclatent, c'est des problèmes qui ont réglé des problèmes, par exemple, comment on dit ça? La bancarisation des Africains. C'est-à-dire qu'une startup au Kenya peut régler un problème tellement profond qui est l'absence des banques. Est-ce qu'il y a un problème qui s'appelle l'absence des banques en Europe ou au Canada? Il n'existe pas. Donc, l'innovation, le paiement par mobile est venu de l'Afrique, il n'est pas venu du Canada. Il est venu en premier de l'Afrique. Pourquoi? Parce que cette start-up était obligée un problème très profond qui se substituait à l'écosystème bancaire qui n'existait pas. Donc, c'est ça un petit peu la mentalité qu'il faut avoir en Afrique ou en Algérie. Régler les vrais problèmes, les problèmes profonds. N'importez pas les solutions de l'Europe pour essayer de les appliquer en Afrique. Nous n'avons pas les mêmes problèmes. Donc, il faudra partir des problèmes locaux et les régler. En les réglant, vous allez vous faire de l'argent. Une réponse assez complète, je suppose. Désolé, je suis bavard en général. Quelques remarques après. Oui, mais c'est vrai, c'était ta question qui était derrière ça. Oui, enfin, personnellement, je pose des questions. C'est un peu choquant, peut-être ce que je vais dire, mais je pose des questions sur l'utilité même d'innover dans un environnement comme en Algérie. Je pense, à mon avis personnel, on devrait se contenter juste de copier. Déjà, si on arrive à copier et faire bien les choses telles qu'elles ont été faites ailleurs, ça serait déjà bien. Pour moi, personnellement, si le ministère de la Recherche scientifique aurait supprimé, je vais remplacer ça par la formation de plombiers, d'agriculteurs et tout ça. Ça aurait été beaucoup, beaucoup plus utile à l'économie que d'essayer de faire des chercheurs en centaines de milliers, des ingénieurs à la qualité douteuse un peu aussi en centaines de milliers. Donc, à mon avis, on prend une stratégie qui est totalement pas forcément la bonne. On aurait dû faire comme les Chinois. Les Chinois ont commencé par copier. Une fois qu'ils ont réussi à copier ce qu'ont fait les autres, ils ont commencé à innover pour essayer d'être à la fin de la technologie ou même pouvoir dépasser les autres. Peut-être que je n'ai pas compris quelque chose dans le monde de l'économie de l'innovation, mais pour le moment, c'est bien. Oui, si vous permettez, si je peux rajouter quelque chose, aujourd'hui, un entrepreneur, il faut se mettre dans la tête, un entrepreneur, il s'engage dans cette aventure d'entrepreneuriat pour régler des problèmes à son entreprise. Hein. Donc, il faut se mettre d'accord. Il faut que tout le monde sache qu'aujourd'hui, un entrepreneur, ce n'est pas quelqu'un qui est dans un bureau et qui est content, et il fait des factures et il encaisse de l'argent. Hein. Donc, il doit s'adapter à tous les problèmes et les défis qu'il va rencontrer au quotidien. Par rapport à votre question, c'est qu'aujourd'hui, l'Algérie elle est en train de faire des pas, mais des grands pas.
comme l'a dit Anis tout à l'heure, et Abdelmalek et Hachmi, c'est qu'aujourd'hui, l'Algérie, certes qu'elle a cumulé un retard qu'on ne va pas revenir en arrière. Pourquoi on a accumulé un retard? Mais aujourd'hui, les pas qu'on est en train de mettre, je pense qu'aujourd'hui, il y a des grands pays qui sont des pays développés. Nous, je pense que d'ici une dizaine d'années, on peut rattraper ce retard-là. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, quand je dis moi, c'est parce que je parle de notre structure, qu'on est en train de remarquer qu'aujourd'hui, par exemple, on accompagne je raconte tout ça depuis 2019, hein, on accompagne des jeunes aujourd'hui qui, si on fait leur valorisation, ils sont à quelques centaines de millions d'euros. Aujourd'hui, on a des startups qui, certes, qu'on ne peut pas communiquer sur eux parce qu'on a des NDA. Et aujourd'hui, on a des startups qui ont signé de beaux contrats avec Siemens, par exemple. Avec Siemens, c'est parmi l'un des projets qui est notre fierté. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, c'est la première fois qu'une startup algérienne devient fournisseur de Siemens, mais à l'échelle mondiale. Et ça, c'est pourquoi? C'est par rapport à la confiance. Aujourd'hui, il faut faire déjà confiance à soi-même. Il faut faire confiance à la jeunesse et à l'innovation. Par rapport à l'Algérie, aussi, je pense que le choix d'investir dans la matière grise et d'investir dans l'économie de la connaissance, ça, c'est la meilleure des choses. Parce qu'aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut. On a déjà la position géographique, elle est excellente. On a les ressources naturelles parmi les meilleurs pays au monde. Aujourd'hui, certes, qu'on a une hémorragie par rapport à la matière grise que tous les grands pays aujourd'hui viennent piocher en Algérie, mais avec les démarches qui ont été mises en place, actuellement, par exemple, je vais vous donner un exemple. Pour la loi de finances 2023, aujourd'hui, les entreprises qui partent sur de l'innovation, qui soutiennent les startups, ils peuvent être exonérés d'impôts à hauteur de l'équivalent de presque 2 millions de dollars canadiens, à peu près. Donc ça encourage déjà. Ça encourage les grands groupes à essayer de décentraliser un peu leur laboratoire de recherche et développement. Nous, par exemple, avec on travaille sur les grands groupes au niveau régional et au niveau global. Aujourd'hui, on travaille avec Roche au niveau global, on travaille avec Nestlé au niveau global, on traite des problématiques de ces grands groupes-là, pas qu'en Algérie, mais sur la partie région, sur la AMOA ou sur la partie MENA. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. On a cumulé un retard, mais il y a beaucoup de pas qui sont en train de faire des grands pas. Mais de toute façon, c'est l'avenir qui nous le dira. De toute façon, s'il n'y avait pas d'un intérêt, nous, on ne va pas rester là. Donc, vu qu'il y a un intérêt, il y a un business, c'est pour ça qu'on reste ici. Donc, je pense qu'il y a un énorme potentiel sur tous ces aspects-là. Là, il n'est pas insurmontable. Oui, monsieur Benali. Juste rajouter par rapport à la dernière intervention du jeune qui va parler de la copie. Je le rassure que nous on copie comme toutes les autres économies. On essaye de voir qu'est-ce qui se fait, les gens qui nous ont dépassés, comment ils ont fait, comment arriver. On fait du benchmark. Sauf que, comme disait Abdelmalek tout à l'heure, les problèmes et les problématiques ne sont pas forcément les mêmes. On ne va pas peut-être amener une application ou un concept qui existe en Europe ou au Canada et on va le transposer directement ici. Peut-être il ne répond pas à des problématiques contextuelles. Donc, on peut s'en inspirer, comme on peut créer des choses ici de zéro, comme disait Melek, avec les difficultés qu'on a, et on arrive à trouver des solutions et à trouver de la place à ces solutions, à ces startups. Hein. Voilà. Le monsieur avait fait une remarque sur le fait de pourquoi former des ingénieurs, il fallait former des plombiers.
Bien sûr, en formant des ingénieurs, un ingénieur, c'est quoi? C'est un outil. C'est un outil entre, moi, je fais l'analogie qu'un simple ingénieur, c'est un engrenage, c'est un simple engrenage. Le vrai horloger, celui qui va fabriquer une horloge et qui va ordonner à ordonner, faire une architecture des engrenages et des, je ne sais pas nommer les éléments d'une montre. L'horloger, c'est l'entrepreneur. Maintenant, si l'Algérie ou un pays africain ou n'importe quel pays produit des ingénieurs sans produire des entrepreneurs, il y a un problème. Donc, ces ingénieurs-là vont devoir partir ailleurs et être utilisés par de vrais horlogers. Ce qu'on a besoin dans des pays sous-développés ou des pays comme des pays africains pour se développer, c'est de produire de vrais entrepreneurs. C'est ce qui nous manquait. On a produit longtemps des quantités astronomiques d'ingénieurs et de compétences techniques. Ces compétences techniques avaient besoin d'être utilisées. Ils ne savent pas s'utiliser eux-mêmes. Un tournevis ne sait pas faire quoi que ce soit. Il a besoin d'un électricien pour l'utiliser. Et désolé de l'analogie, hein, je suis ingénieur, je suis technicien comme vous. Donc, il faut dire la vérité. Les entrepreneurs sont capables de créer des systèmes, sont capables de créer des entreprises performantes, sont capables de créer des startups, de mener la troupe vers des solutions. Là, l'ingénieur et le technicien qu'on produit aura de la valeur parce qu'il va être utilisé par des entrepreneurs. Ce qu'on n'a pas fait longtemps, c'est cet esprit entrepreneurial. Nous sommes en train de nous rattraper aujourd'hui. L'ensemble des universités sont conscientes par rapport à ce manque. Énormément de formations de type FIE, formation ingénieur, entrepreneur. Par exemple, je ne sais pas, j'interviens dans plusieurs formations de ce type, dans des écoles supérieures d'informatique, à l'ISI, etc., où il y a des formations de type FIE. Ces ingénieurs-là ont un parcours double, un parcours d'excellence en termes de génie logiciel, mais en parallèle aussi un parcours de formation en entrepreneuriat. C'est des petites choses, on n'est pas sûr du résultat. Ça ne veut pas dire qu'on est sûr que ça va déboucher sur quelque chose, mais on a espoir. Ce qui nous fait vivre aujourd'hui ici, c'est, alhamdoulilah, une réussite personnelle. On arrive à vivre très bien. Donc, il y a du business, etc., mais aussi l'espoir pour nos enfants. C'est l'espoir que ça va marcher, cette histoire. Par contre, jouer petit, parce que nous sommes sous-développés, donc fabriquer uniquement des plombiers, etc., et consommer notre rente pétrolière, en attendant, non, monsieur, non. On ne peut pas se permettre. Commencer quelque part et prendre l'initiative. C'est ça le rôle de l'entrepreneur finalement. Bien sûr, l'entrepreneur, ça va être le moteur, ça va être, et l'ingénieur, ça va être le carburant. Je suis désolé de dire ça dans une école d'ingénieur. Ouais. Alors, on a le temps de prendre une autre question si l'assistance le désire. Sinon, on pourrait finaliser, on a un peu de temps, on pourrait finaliser sur l'Afrique parce qu'on est bien d'accord, vous parlez beaucoup d'Afrique et vous nourrissez de grandes ambitions dessus. Et je cite d'ailleurs, pour Inkoubni, faire de l'Algérie un véritable pôle de l'innovation en Afrique et pour le GAN, devenir un pôle technologique de premier plan en Afrique. Alors, ma question, quels sont les prochains objectifs d'Inkoubni et du GAN pour contribuer à arriver en fait, à cet objectif final? Je vous donne la parole. Alors, par rapport, par rapport à Inkoubni, c'est notre objectif, c'est d'être parmi les acteurs qui accompagnent les startups, parmi les leaders sur le continent africain, mais pas que. Donc aujourd'hui, on essaie de se frotter au meilleur, on essaie d'avoir de bons partenaires pour être meilleur de ce qu'on est en train de faire. Donc c'est ça notre objectif 2025, être parmi les meilleurs acteurs sur le continent et sur la région Moyen-Orient et Europe. Aujourd'hui, pour l'Afrique, vous savez tous que l'Afrique, c'est le seul continent, on va dire, qui reste où il y a une croissance très, très importante à faire sur tous les niveaux, hein, donc sur tous les secteurs d'activité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous le savez, tout le monde le sait, que tous les grands pays ils sont en train de se confronter par rapport à
qui va gagner l'Afrique. Aujourd'hui, par rapport aux startups, je vais vous donner peut-être quelques chiffres. L'Afrique, 2021, c'est presque 5,5 milliards de levée de fonds. 2022, c'est un peu plus de 7 milliards de levée de fonds de dollars. Et je pense que ça va encore croître de plus en plus. Incumi va essayer aussi donc, à partir de 2025, donc on va communiquer sur nos chiffres, on va communiquer sur les chiffres de nos startups qui ont été créées depuis 2018. Et peut-être que ça va motiver aussi les jeunes qui sont en Algérie pour dire qu'aujourd'hui, c'est bénéfique de développer son entreprise et sa start-up dans le continent africain. Donc voilà, grosso modo, c'est ça ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup, surtout que le programme panafricain Africa Bancopi contribue largement. Il y a aussi le GAN qui a lancé, d'ailleurs, ça va être notre prochain événement, qui sera le Digital African Summit. Donc, vous avez aussi une vue panafricaine. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Moi, j'ai quelques chiffres à partager avec vous sur l'Afrique. Je laisse plutôt Anis parler du DAS, de la deuxième édition du DAS, et après, j'ai quelques chiffres à partager avec vous sur l'Afrique. Effectivement, donc le DAS, le Digital African Summit, est un événement que le Ghana a organisé dans sa première édition en mai-juin 2022. Le but du Digital African Summit est en quelque sorte d'être un pont entre les différents écosystèmes africains du numérique. Donc, ça s'est déroulé sur 3 jours au Centre international des conférences d'Alger. Et en préparation du DAS, en fait, on a eu l'occasion un peu d'aller à la rencontre de ces différents écosystèmes africains et d'être surpris du manque de connexion que nous avions avec nos frères et confrères africains des autres pays, avant le DAS. Et donc, l'événement a été, si vous voulez, l'occasion de recréer du lien avec différents acteurs un peu du continent. Ils étaient venus de plus de 7 ou 8 pays. Ils ont eu la chance, on a eu la chance d'assister à différentes interventions, de partager leurs expériences sur les différentes régions. Et surtout, c'était surtout l'occasion, en fait, le DAS, c'est surtout l'occasion de participer à un Carrefour Business, puisque la plupart en fait, des exposants, des participants au sommet ont eu l'occasion soit de signer des partenariats ou des contrats d'affaires ou de sous-traitance avec beaucoup de confrères africains. Donc, la deuxième édition du Digital African Summit est prévue, décalée de 2 ou 3 mois, mais maintenue pour l'année 2023. Et je pense que si vous êtes intéressé la prochaine fois, ça sera peut-être au président lui-même d'en parler. Voilà, donc je laisse Hashmi développer par rapport au… Est-ce que ça va être retransmis en live? Alors, effectivement, l'année passée, toutes les interventions du DAS étaient transmises en live sur la page Facebook et plus tard republiées sur YouTube. Donc, vous pouvez simplement rechercher Digital African Summit et voir l'ensemble des interventions. Merci beaucoup. Moi, j'ai eu l'occasion d'assister à la dernière édition et ça a été fort instructif. Donc, merci. Je laisse la parole à M. Hashmi Benadis. En fait, moi, j'ai parlé du potentiel. J'ai déjà travaillé sur ça à la fin de l'année dernière et présenté certains chiffres à mes collaborateurs. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est 1,4 milliard d'habitants et avec des prévisions du double en 2050. L'Afrique, c'est 400 pôles technologiques, pratiquement à travers tous les pays qu'on avait cités tout à l'heure, notamment l'Algérie. Selon les données de Statistics Time, 9 pays des 20 les plus qui ont de la forte croissance sont en Afrique. Et je pense que ce chiffre-là va augmenter. Et en termes de chiffre d'affaires dans le numérique,
sur les 5 années à venir, les études estiment à 250 milliards de dollars le chiffre d'affaires qui va être généré du numérique, notamment grâce à la généralisation du téléphone mobile et les infrastructures qui sont en train de se développer un peu partout dans les pays africains. Je pense que l'avenir est en Afrique. Donc, on aura certainement besoin des pays comme le Canada, comme l'Europe et tout, pour apporter leur expertise. Mais je pense que le potentiel, il est là. L'écart, en fait, Adel tout à l'heure parlait du retard. Moi, du retard qui peut être rapidement rattrapé, notamment grâce au potentiel de développement qu'on a aujourd'hui dans notre cher continent. Voilà. Justement, sur ce point, qu'est-ce que vous conseillerez à cette diaspora qui se trouve à l'étranger, diaspora algérienne, africaine même? Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je pense ayez le courage de venir entreprendre dans ces pays-là. Moi, je pense que la croissance à 2 chiffres, ce n'est pas le Canada, ce n'est pas l'Europe, hein. C'est les pays d'Afrique. Aujourd'hui, les pays comme le Canada, c'est vrai que c'est beau, il y a tout. Il y a tout, tout est fait et tout. Donc, les marges de progression ne sont pas importantes par rapport à ce qu'on a aujourd'hui ici. Donc, il y aura du boulot pour tout le monde, hein, quand on regarde le potentiel qui existe, à la fois dans des choses basiques et à la fois dans l'innovation. Et voilà. C'est un peu le but de cette discussion. C'est un peu de faire part des initiatives qui sont entreprises en Algérie pour pouvoir inciter. On ne peut que les encourager. Moi, ça fait 15 ans, je pense, que j'ai fait le pas de rentrer de France après une quinzaine d'années en France. Ça a mijoté pendant 3-4 ans et après, il fallait franchir le pas. Vous êtes un bon exemple de réussite. Et voilà, hein, je suis à la tête d'une entreprise d'une 50aine de salariés, un peu plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires et avec un potentiel de développement énorme aujourd'hui, ce qu'on a. Donc, n'ayez pas peur, voilà. Hachmi, moi, je pense qu'on ne peut peut-être pas convaincre tout le monde de rentrer. Après, il y a aussi moyen de créer des ponts autrement, à travers des partenariats, à travers de la sous-traitance. Et en fait, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que nous avons beaucoup d'avantages à offrir, notamment à travers des ingénieurs qui sont super compétents et à la fois très accessibles. Donc, il faut y songer. Merci. Monsieur Amalou, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Un petit conseil? Moi, par rapport que ce soit à nos amis du Canada ou à la diaspora qui s'intéressent au marché, vous êtes bienvenus, hein, donc, dans nos différents programmes. Aujourd'hui, comme l'a dit Anis et El Hachmi, donc on peut faire énormément de choses ensemble. Aujourd'hui, certes que il faut avoir du courage pour y aller vers des marchés qui ne sont pas vraiment développés, mais il faut savoir que si vous arrivez à intégrer ces marchés-là, vous pouvez faire des miracles au lieu de perdre beaucoup d'années pour faire les mêmes chiffres dans des pays où ils sont assez développés. Donc, c'est stratégique, hein. C'est stratégique pour chaque personne, pour chaque entreprise. Est-ce qu'ils préfèrent, on va dire, le confort et ne pas avoir une croissance importante, ou bien ils préfèrent se décarcasser un petit peu et puis faire un gap très important. Donc voilà, donc pour Africa, c'est ouvert, hein. Cette année, ça va être on va intégrer l'Europe. Et avec Anya, si vous arrivez à la convaincre, que vous êtes tout le monde bienvenu ici, hein. Donc avec plaisir. Et c'est vraiment un programme très intéressant, je vous le conseille. Je fais partie de la première cohorte et ils ont fait un travail exceptionnel. Merci à eux. Merci à vous. Écoutez, moi, juste pour le mot de la fin, je voudrais vous remercier encore une fois de votre disponibilité pour nos étudiants ici au Québec. Comme vous, moi aussi, j'ai une approche, comment je dirais ça, de coopération entre les différentes nations dans l'entrepreneuriat. J'ai souvent dit à mes étudiants, vous avez la chance d'avoir un pied en Amérique, mais il ne faut pas que ce soit un pied qui quitte votre continent d'où vous venez. En fait, vous avez une opportunité qui est unique. Souvent, quand quelqu'un arrive de notre pays, ici au Canada, va acquérir des connaissances, va acquérir des réseaux d'affaires et des opportunités
qui sont réplicables souvent chez eux ou offrent une opportunité qu'ils n'auraient pas eu autrement chez eux. Donc, je crois beaucoup à cette approche-là de collaboration entre les différentes nations pour l'entrepreneuriat. Effectivement, l'Afrique, c'est le continent de l'avenir. Moi, j'adhère à cette hypothèse-là. C'est probablement en Afrique qu'on va voir les pays croître le plus dans les prochaines années. Et voilà, c'est avec des projets comme les vôtres, je pense que les choses vont arriver éventuellement. Merci encore pour votre présence. Merci à vous. J'espère qu'on aura la chance de vous réinviter dans d'autres activités prochainement. Et en tout cas, vous pouvez nous considérer comme un pont pour pouvoir un peu rallier le Canada à vos initiatives. Merci à vous. Merci à vous aussi. Merci à vous. Merci. Ania, envoyez-nous le lien si ça ne dérange pas. Oui, c'est enregistré. On vous envoie le lien en live et même les questions des étudiants et les contacts. On reste disponible à répondre aux questions s'il y a des questions après. Il n'y a pas de souci là-dessus. Merci à M. Amin Pelini d'avoir été parmi nous et d'avoir parlé un peu du Syntec. Qui sait, peut-être ça va découler sur de supposées collaborations. Why not? En tout cas, on vous transmettra aussi leur contact. C'est avec un grand plaisir. On vous rentrera parmi nous dans d'autres initiatives quand on sera pour la diaspora algérienne. Tu as une question? Alors, on a un étudiant, une dernière question. On va prendre une dernière question. Oui, alors. Bonjour, je me présente, c'est Amine. Je suis étudiant en maîtrise en énergie renouvelable. Et désolé pour la question en retard. En fait, je dirais le problème en Algérie que l'entrepreneuriat, c'est vraiment dans la psychologie. Donc, je pense que l'étudiant algérien n'est pas appuyé, ou bien il n'a pas une idée ou bien un accès sur l'entrepreneuriat. Par exemple, moi, j'étais étudiant pendant 5 ans en ICHB. Pendant mes 3 premières années, je ne connaissais rien sur l'entrepreneuriat. Par la suite, je me suis engagé dans plusieurs organisations et clubs scientifiques. Donc, je suis un peu en contact avec plusieurs entrepreneurs. Mais je dirais, la plupart de mes collègues, ils ne connaissaient rien sur l'entrepreneuriat. Donc, à la fin des études, s'ils ne trouvent pas un travail, donc ils se trouvent cassés les doigts. Donc, tout d'abord, je vous remercie pour votre accélérateur, mais je vous invite encore plus pour être plus en contact avec les étudiants algériens. La communauté universitaire. En fait, on travaille. Melek, dommage, Melek est parti. Melek, il fait que ça, en fait. Lui, il fait que ça. Il est dans les clubs. Je pense que vous avez parlé du club CETIC, je crois, qui est à l'USTHB. Je pense. On est en contact. Il y a certains clubs avec qui on travaille, notamment du Polytech ou de l'ENI, des écoles de commerce et tout. C'est vrai que ça s'est démocratisé par rapport aux années dernières. De plus en plus, il y a des événements. Eux-mêmes, ils prennent les initiatives, ils organisent des événements, et ils invitent des entreprises. Donc, on est sollicité pratiquement tout le temps. Malek, il passe beaucoup de temps dans cette partie-là. Si je peux me permettre de rebondir sur ça, il y a aussi des initiatives qui sont entreprises par le ministère pour aller vers les étudiants, vers la communauté universitaire, pour leur permettre d'entreprendre un peu plus. Et moi, je suis un bon exemple. Après, ça a été entrepris par la suite. Mais moi, c'était pendant mes années universitaires à Babswell, et que j'avais eu vent des incubateurs et des programmes d'entrepreneuriat. Et c'est ça qui m'a aidé un peu à constituer mon réseau. Donc, je pense qu'il faut aller de l'avant et chercher l'opportunité en elle-même. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises dans ce sens-là pour se rapprocher un peu des étudiants. Oui, en fait, le ministère est allé plus loin cette année. Cette année est allé plus loin. Il y a même une convention qui est signée entre le ministère et de l'enseignement supérieur et le ministère des startups de créer des incubateurs dans les entreprises, dans les universités, et de détecter à travers des sujets de mémoire ou de PFE, est-ce qu'il y a des opportunités à incuber ou pas. Je pense que ça commence et ça devrait ça a été lancé récemment. Récemment, effectivement. J'ai d'ailleurs qui ont fait leur projet de fin d'études et qui ont pitché pour les supposer. Ça va être une question qui est très courte parce que le temps de la salle est écoulé. On pourrait avoir de la visite sans le savoir.
En fait, sur une dernière question, une proposition. En étant étudiant à l'Université Ashbab de Soua, en ma formation de master, j'avais aucun cours d'entrepreneuriat, ou bien d'innovation, ou bien donc j'avais aucune idée sur l'écosystème algérien, ou bien sur l'innovation, ou bien comment entreprendre. Donc, d'après votre expérience, je me demande si ce sera possible genre, de partager votre expérience et de l'intégrer dans la pédagogie d'enseignants. Comme on a fait ici avec M. Racharidi, comme j'ai fait un cours de financement d'innovation. Donc, quand même, j'ai une idée comment faire un financement pour un projet. Donc, je pense que ce sera plus efficace de l'intégrer dans le système éducatif. Alors, si vous permettez, en fait, si j'en profite pour répondre aux deux dernières questions en même temps, je pense que les deux étudiants qui posent la question, en fait, ont peut-être quitté l'Algérie il y a, je sais pas, 2 ou 3 années. Mais en fait, à partir de cette année précisément, il y a un ensemble de nouveaux dispositifs qui ont été appliqués dans la promulgation de ce qu'on appelle le diplôme startup. Et le diplôme startup, en fait, c'est un ensemble, c'est un cursus à intégrer au sein de l'université même, en parallèle aux études, pour en fait les étudiants qui sont plus intéressés par le parcours entrepreneurial par rapport au parcours académique. Et donc, en fait, vous avez littéralement la possibilité de soutenir votre mémoire de fin d'études, votre projet de fin d'études, sous la forme d'un projet entrepreneurial ou de start-up. Donc, en fait, au lieu de présenter un projet académique, vous présentez un projet économique à travers un business model, etc. Et vous avez votre diplôme le plus normalement du monde. Et le diplôme, il est validé en plus si vous suivez le cursus dont je parlais, qui est maintenant obligatoire au sein des maisons de l'entrepreneuriat de l'ensemble des universités, qui est un ensemble de cours et de modules d'introduction à l'entrepreneuriat. Donc, je pense que l'avenir va être un peu différent de ce que vous avez malheureusement vécu à votre époque. C'était l'occasion de faire la mise au point. Effectivement. Le timing était bon. En tout cas, merci beaucoup. Merci de votre présence. Merci aux étudiants aussi d'avoir été parmi nous. On vous envoie les liens du live et les liens de la discussion et à très bientôt. Merci. Très bien, merci. Merci encore. Merci. Au revoir. Au revoir. Il y a une petite chaîne,